Bon, bien, écoutez, on va y aller. Donc, on déclare la séance ouverte. Donc, on se retrouve cet après-midi lors de cette première table ronde pour parler de la thématique de l'égalité, hein, et qu'on va aborder, vous allez le voir, sous des prismes relativement différents. Donc, je vais laisser peut-être les auteurs se présenter parce qu'ils font mieux que moi. Donc, voilà. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Cécile Coquet-Moukoko, je suis professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et je travaille sur la culture africaine-américaine depuis mon doctorat qui a été soutenu pas très loin d'ici, à l'Université Paris 7, comme on l'appelait à l'époque, sur la prédication noire américaine. Bonjour, Guillaume Marche, je suis professeur de civilisation nord-américaine à l'Université Paris-Est-Créteil. Je travaille sur les mouvements sociaux contemporains, en particulier le mouvement LGBTQ, et aussi sur les formes infrapolitiques de mobilisation telles que les graffitis et des choses dans ce genre. Et je représente aussi mon collègue Antoine Servel, qui est maître de conférence en civilisation américaine, également à Paris-Est-Créteil, qui travaille, lui, sur les mobilisations LGBTQ à l'articulation entre le marché et le mouvement social, et qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui, mais qui nous écoute. Et donc, si on peut faire apparaître Jennifer Merchant. Oui. Voilà. Donc, je ne peux pas faire mieux que ça. Ouais, mais attendez, c'est compliqué en fait. D'accord. Donc, Jennifer Merchant, qui est professeure à l'Université d'Assas Paris 2 et spécialiste des droits reproductifs, des droits de la procréation, auquel elle a consacré sa contribution dans le livre Le rêve américain. Bien, pour commencer, comme c'est la coutume, donc depuis ce matin, je crois que chacun, donc moi personnellement, oui, j'ai oublié de me présenter, donc Corentin Célin, professeur en Cagne de première supérieure, comme on disait autrefois, au lycée Carnot à Dijon. En ce moment, je prépare un papier pour l'IFRI sur le Parti républicain après Trump. Alors après Trump, on va dire après le premier mandat pour l'instant, ou après Trump, le titre est encore provisoire. Et je prépare aussi par ailleurs une biographie du même Trump. Donc, je vais laisser la parole à Cécile Coquet-Moukoko pour nous parler de sa contribution donc, sur les Noirs américains durant la présidence de Trump. Merci beaucoup. Donc, ce chapitre étant relativement restreint en nombre de pages, il a fallu effectuer des choix pour donner à comprendre les raisons et les motifs des inégalités structurelles qui peuvent être observées aux États-Unis. Et mon principal objectif était, à la part de ce qui relevait de la présidence Trump et de sa responsabilité en tant que telle, la responsabilité du pouvoir exécutif, et ce qui relevait de problèmes plus structurels, plus enracinés dans l'histoire américaine. C'est pour ça que j'ai choisi de faire démarrer ce chapitre avec un aperçu, un survol assez rapide de la grande migration des Noirs du Sud vers les pôles industriels du Nord et du Nord-Ouest pour expliquer et surtout essayer de contrer une perception erronée selon laquelle les problèmes de ségrégation résidentielle, d'accès au logement, d'accès libre au logement, d'accès aussi aux urnes, seraient des problèmes restreints et propres aux anciens États confédérés, aux anciens États sécessionnistes. Je m'appuie pour en donner des exemples concrets, à la fois bien sûr sur les lectures d'historiens, de spécialistes de la sociologie urbaine aux États-Unis, de spécialistes des relations raciales aux États-Unis, mais également sur une expérience vécue en Alabama où j'ai eu la chance et le privilège d'enseigner dans une université d'État, l'université d'Alabama, et où j'ai pu donc au moment du début du premier mandat Obama, observer comment, même après l'interdiction
des lois ségrégationnistes et des restrictive covenants, donc des pactes que signaient les propriétaires de maisons dans certains quartiers qui souhaitaient conserver leur réputation et leur valeur financière, comment ces pratiques ont pu continuer à se perpétuer alors même que, ici en France, on célébrait l'accession au pouvoir d'un président noir. Donc mon but n'était pas de déculpabiliser Trump, mais d'essayer de voir ce qui, à l'échelle locale, à l'échelle municipale, à l'échelle des comtés, à l'échelle des États fédérés, relevait de pratiques des individus, mais aussi des institutions à ces différents niveaux, des institutions privées comme des institutions publiques. Donc, j'ai choisi d'axer vraiment le traitement de ces problématiques sur cette conscience de l'imbrication des politiques et des responsabilités, s'agissant donc de l'accès au logement, de la politique d'affirmative action, que je ne traduirai pas par discrimination positive, car, à mon sens, c'est une politique de compensation des inégalités structurelles, les contestations aussi de ces politiques d'affirmative action et la question de l'accès au droit de vote. Bien sûr, eu égard au contexte de la pandémie, on aurait pu intégrer la question de l'inégalité dans l'accès aux soins, mais comme je l'ai dit, mon chapitre était assez court. Je devais essayer de respecter les normes qui nous ont été édictées par l'éditeur, et par conséquent, je n'ai traité que ces aspects-là. Bien entendu, les rebondissements ne cessent pas, et notamment s'agissant de l'accès au droit de vote. Oui, en effet. Donc, dans votre contribution, dans votre chapitre, vous évoquez la question des anciens criminels en Floride. Je pense donc qui ont longtemps été privés du droit de vote. Il y a eu le vote en 2018, vous le rappelez, d'un référendum qui a rétabli ces anciens criminels dans leurs droits civiques, mais depuis, le gouverneur DeSantis, ultra-conservateur, floridien, républicain vraiment dans le moule Trump, a fait en sorte que ce rétablissement soit limité par le paiement que doivent ces anciens criminels de leur d'amende et de forfaits financiers sans lesquels ils ne peuvent pas être réinscrits sur les listes électorales. Et donc, est-ce que vous pouvez rappeler simplement, pour qu'on se rende bien compte, c'est dans votre chapitre à peu près combien de personnes ça représente, et en particulier dans la communauté noire Alors, je n'ai pas relu mon chapitre tout récemment, je l'avoue humblement, et je sors de 3 heures de cours où j'ai parlé de toute autre chose. Si je me souviens bien, il s'agit de 700 000 électeurs floridiens. Il s'agit en tout cas d'un nombre d'électeurs suffisamment important pour pouvoir faire pencher la balance dans non seulement cet État qui est un État pivot, un battleground state, mais aussi dans des comtés comme Miami-Dade, qui sont vraiment objet de l'attention particulière des spécialistes en sciences politiques, d'autant plus que ces derniers temps, on a vu le président Trump courtiser très activement les Cubains américains de ce même comté de Miami-Dade. Donc, on risque d'avoir un scénario un peu comme en l'an 2000 où le vote va être contesté et où l'élection pourra se décider sur le fil du rasoir pour certains comtés. On précisera donc 2 choses, c'est que, donc comme c'est très bien rappelé dans le chapitre, la justice fédérale au premier échelon, donc à l'échelon du district, avait donné raison aux associations de défense des droits civiques, de défense du droit de vote, et avait adopté une interprétation, comme vous le dites, on va dire tolérante et de rétablissement des droits civiques pour les anciens criminels. Mais au mois de septembre, la Cour d'appel fédérale, elle, parmi laquelle un juge nommé par Trump a invalidé cette première décision et à elle rétabli l'interprétation très sévère et donc la nécessité de paiement des amendes financières pour les anciens criminels s'ils veulent être rétablis dans leurs droits civiques. C'est très compliqué, vous le décrivez très bien, il faut qu'ils se rendent dans la capitale fédérale, de l'État à Tallahassee, etc. C'est vraiment un vrai chemin du combattant pour un ancien criminel pour être rétabli dans ses droits civiques.
Et donc, depuis hier, et ça c'est intéressant, depuis hier, la purge des listes électorales a commencé en Floride. Le gouverneur DeSantis ne perd pas un instant. Il est en train d'éliminer tous les anciens criminels, tous les anciens détenus qui n'ont pas justement réglé leurs amendes et leurs frais financiers. Donc, ça pourrait avoir un impact considérable dans un État, la Floride, où de toute évidence quand même si aujourd'hui Biden semble, j'allais dire, plutôt en avance dans les sondages, mais on restera méfiant, c'est quand même la Floride reste beaucoup plus serrée que d'autres États et ça pourrait vraiment avoir un impact majeur. Effectivement, il a été jugé par cette cour qu'il s'agissait d'une restriction au droit de vote qui enfreignait la clause d'égale protection des citoyens américains qui est inscrite au 14e amendement qui a été voté peu après la guerre de sécession pour essayer d'assurer le droit de vote des Africains américains. Il est à noter que tous les anciens criminels ne sont pas nécessairement noirs et que cette proposition qui avait été votée par une majorité de Floridiens, ne s'appliquait pas aux coupables de crimes de sang. Donc, on avait cherché quand même à rendre cette réintégration sur les listes électorales quand même relativement consensuelle. Et aussi, on avait cherché à la rendre multiraciale. Il ne s'agissait pas de pardonner à des criminels noirs uniquement. Il y avait une proposition de la part de Michael Bloomberg racheter les dettes de ces anciens condamnés, mais visiblement, le gouverneur a passé outre. Et donc, effectivement, on assiste à cette purge des registres électoraux. On continuera évidemment, donc je vais passer la parole à Guillaume. Donc, oui. Allez-y. Bien, merci. Alors, donc moi, je vais vous proposer une synthèse de ce que Antoine Servel et moi avons voulu faire dans ce chapitre, en commençant par remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement et remercier Laurie Kenton de nous avoir invités à contribuer à cet ouvrage. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est au-delà, avec Antoine, au-delà de l'inventaire, en quelque sorte, des torts que la présidence Trump a pu causer à la minorité LGBTQ et qui sont, massifs, dirons-nous. Ce qu'on a cherché à identifier, c'est quels sont les enjeux politiques et les enjeux institutionnels qui sont à l'œuvre dans la manière dont Trump et son administration se sont emparés des questions des droits LGBT et en particulier, quelle interférence il peut y avoir entre les enjeux politiques et les enjeux institutionnels. Donc, ce qui nous est apparu dans un premier temps, c'est une certaine tension entre certains discours politiques, notamment de la part du candidat Trump, et de la part de son entourage d'autre part, qui peuvent sembler disparates, qui peuvent sembler même contradictoires au sein du camp républicain, et de l'autre côté, un ensemble de pratiques qui convergent au fil du temps dans le sens d'une attaque assez nourrie et surtout parfaitement cohérente et constante contre les droits LGBTQ. Et donc, dans un deuxième temps, on s'est attaché à comprendre ce que ça impliquait du point de vue de la manière dont cette présidence, Trump et son administration, exercent le pouvoir exécutif et qu'est-ce que ça dit sur la manière dont le pouvoir exécutif influence sur les deux autres pouvoirs, mais aussi indirectement peut-être sur les échelons politiques qui se situent en deçà du fédéral. Donc, ce qui nous est apparu de manière très nette, c'est qu'il y a d'une part tout un ensemble d'attaques qui sont d'ordre symbolique. Et ça va depuis le choix du colistier Mike Pence, la nomination de Jeff Sessions comme Premier ministre de la Justice de cette administration, ce qui est donc, comme je disais, en décalage par rapport à certains discours électoraux du candidat Trump en 2016, puisque Trump s'était illustré en brandissant le drapeau arc-en-ciel, en étant le premier candidat républicain à utiliser le sigle LGBT. Mais en réalité, ce qu'on voit dès le début de la présidence Trump, c'est que ces déclarations ne sont pro-LGBT que de manière superficielle. Et en réalité, au fond, c'était surtout des propos qui étaient nationalistes et racistes, c'est-à-dire anti-arabes et anti-musulmans. C'est tout à fait net dans les déclarations que Trump a pu faire après l'attentat du Pulp à Orlando. Donc, l'un des exemples les plus nets de ces attaques, alors qu'on peut qualifier de symbolique, mais là, le qualificatif est
peut être à discuter, c'est le détricotage de toutes les initiatives qu'avait prises l'administration Obama à la fin du deuxième mandat, et on peut d'ailleurs s'interroger sur la manière dont l'administration Obama s'y était prise, mais il y avait des politiques qui avaient été mises en place, comme par exemple le rétablissement de... Enfin, Trump a rétabli l'interdiction faite aux personnes trans de servir dans l'armée, ce qui avait été interdiction qui avait été levée à peu près un an auparavant par l'administration Obama. Donc, d'autre part, ce que nous montrons aussi, c'est que ces attaques symboliques, certes, se sont accumulées au point de faire système, en quelque sorte. C'est par exemple le cas des décisions dans divers départements, divers ministères de l'administration, de ne plus appliquer des clauses de non-discrimination en fonction des identités de genre. Là aussi, c'était une politique qui s'était mise en place à la fin de la présidence Obama. Donc, ce qui nous semble, c'est que ces décisions sont peut-être symboliques au sens où, clairement, du point de vue politique, disons, elles ont pour but de fédérer la base ultra-conservatrice qui soutient Trump. Et donc, à ce titre-là, on pourrait être tenté de minimiser un petit peu leur importance, en se disant que c'est de la pure politique politicienne, disons, et que, par exemple, dans les faits, la séparation des pouvoirs fait que les tribunaux pourront invalider ces décisions et les rendre inopérantes. C'est ce qui s'est passé récemment en juin dernier avec l'interprétation de l'article 7 de la loi sur les droits civiques de 64 comme signifiant une interdiction de la discrimination en fonction de l'identité de genre. Donc ça, c'est l'arrêt Bostock de juin, qui a finalement donné raison à la pratique qui avait finalement été celle de l'administration Obama. Mais il n'empêche. Premièrement qu'il ne faut pas oublier que Bostock est un arrêt historique, enfin c'est un arrêt qui est d'une très très grande importance, mais l'arrêt Bostock ne parle que des discriminations dans l'emploi. Et encore, il y a beaucoup de réserves, notamment pour tout ce qui a trait à l'emploi dans des organisations religieuses. Or, la relégitimation de la discrimination en fonction de l'identité de genre à laquelle s'est livrée l'administration Trump concerne d'autres sujets que l'emploi et en particulier l'accès à la santé dans le cadre de l'application de l'Obamacare. Donc, en quelque sorte, ces attaques sont symboliques, certes, mais ça n'est pas comme si elles n'avaient aucun effet concret sur l'expérience des personnes LGBT et en l'occurrence l'expérience des personnes trans. Elles ont un effet concret en termes d'accès aux soins, d'accès à l'emploi, de prévention du VIH, de prévention des IST, de droit à l'asile politique, etc. etc. Et deuxièmement, ce qui se passe là, c'est que, qui est très important d'un point de vue à la fois politique et institutionnel, c'est que tout cela se fait au nom de la défense de la liberté de conscience religieuse, notamment par le biais de ce fameux Religious Freedom Restoration Act. Et ce que nous montrons, c'est que force est de constater que l'administration fédérale place l'usage de cette liberté de conscience religieuse au-dessus du principe d'égalité des droits entre les citoyens, comme celui dont parlait Cécile à l'instant. Ça a été le cas, par exemple, en 2018 avec cette fameuse affaire Masterpiece Cake Shop, où l'administration s'est portée amie de la Cour en prenant position contre ce fameux l'accès au mariage de tous les couples. Donc, ce que nous avons voulu montrer, c'est que par-delà son caractère symbolique, la mise en œuvre de cette politique anti-LGBT passe aussi par de profondes altérations structurelles dans le mode d'exercice du pouvoir politique. C'est en particulier le cas concernant les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Donc évidemment, la nomination et la confirmation de la nomination à venir d'Amy Coney Barrett n'a rien pour rassurer, surtout dans un contexte où récemment les juges Alito et Thomas viennent de déclarer très publiquement des réserves sur le bien fondé juridique de l'arrêt Obergefell, qui est l'arrêt de 2015 qui a légalisé le mariage des couples de même sexe. Et ces réserves sont exprimées au nom précisément de la liberté religieuse. Donc, comme ça a été dit déjà ce matin, bien entendu, l'héritage sur le long terme de la présidence Trump, que celui-ci soit réélu en novembre ou non, résidera notamment dans les nominations judiciaires.
et pas seulement les 3 nominations à la Cour suprême, mais aussi les nominations aux échelons inférieurs. Donc, je crois que, une des mesures que j'ai trouvées, c'est qu'en juillet, le président Trump avait déjà nommé 194 des 792 juges fédéraux, donc c'est-à-dire près du quart des juges fédéraux actuellement en poste ont été nommés par Trump. Or, les batailles judiciaires récentes ont bien montré que les juridictions inférieures à la Cour suprême représentent souvent de très importants contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs qui ont une importance tout à fait stratégique. Alors, sur un plan un peu moins institutionnel, un peu plus politique, ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que toutes ces actions anti-LGBT font partie d'une stratégie cohérente de fragilisation conjointe des minorités sexuelles et d'autres boucs émissaires. Donc, elles participent, comme nous le disons dans le chapitre, d'une violence institutionnelle plus large dans le traitement des immigrants, dans les politiques carcérales, dans la criminalisation de la pauvreté. Par exemple, on peut penser à la volonté de l'administration Trump de suspendre l'application du DACA, dont on a parlé ce matin, sur lequel il a essuyé un échec en juin dernier. On peut penser à l'incarcération, la politique d'incarcération des détenus en fonction de leur sexe assigné à la naissance, ou des attaques contre l'Obamacare. Et à ce titre-là, il ne faut pas oublier que, je pense qu'Antoine Servel est d'accord avec moi, la distinction entre les questions dites sociales et les questions dites sociétales, à de nombreux égards, ne s'applique pas vraiment, puisque, en l'occurrence, il ne faut pas oublier que les personnes trans et les personnes LGBTQ non blanches ont des taux de pauvreté qui sont sans commune mesure avec pour ce qui est le cas des gays et des lesbiennes blanches. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment les questions de droits LGBTQ et les questions socio-économiques, à mon avis, ont vraiment partie liée. Et donc, paradoxalement, ce qui se passe, et c'est ce sur quoi nous terminons l'article, c'est que l'héritage de la présidence Trump pour la minorité LGBTQ, c'est aussi une prise de conscience. Non seulement que tout droit acquis ne l'est jamais définitivement et que donc la vigilance est de la plus haute importance, mais aussi que les personnes qui sont les plus sévèrement atteintes par ces attaques-là sont aussi les personnes qui sont les plus vulnérables sur le plan social et sur le plan économique. Et donc, entre autres, beaucoup de personnes issues des minorités ethniques et des minorités raciales. Donc, il y a quelque chose d'un peu ironique, de paradoxal et d'ironique dans ce bilan. Premièrement, c'est que cette administration a finalement remobilisé contre elle tout un mouvement d'opposition qui est somme toute beaucoup plus intersectionnel que ce qui faisait la partie la plus visible du mouvement LGBTQ jusque-là. Et deuxièmement, elle a rendu à nouveau visible des menaces sur les droits LGBTQ que disons, la partie blanche, cisgenre et aisée de la minorité LGBTQ avait fini par peut-être oublier depuis 2015, justement, et depuis la légalisation du mariage entre les couples de même sexe. Et ça se voit, par exemple, et je terminerai là-dessus, ça se voit, par exemple, dans le profil, les discours et les programmes des 730 candidats et candidates LGBTQ aux diverses élections qui vont avoir lieu en novembre. Et ces 730 personnes ne sont pas de manière uniforme des personnes blanches, cisgenres et politiquement modérées à la manière d'un Pete Buttigieg. Donc il y a là, c'est là l'héritage un peu paradoxal et ironique, une espèce de renouveau, en partie un renouveau générationnel de ce mouvement LGBTQ, y compris dans sa sphère politique la plus institutionnelle, dirons-nous, via les élections. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Jennifer Merchant pour le troisième chapitre, juste deux questions. Et en fait, je rebondirai sur ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans votre chapitre. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, parce que vous y faites allusion, la division paradoxale du mouvement LGBTQ après Obergefell et justement comment
une partie du mouvement ne s'est pas reconnue dans cet arrêt qui soi-disant achevait la conquête des droits, mais alors ce n'était pas du tout le cas. Et donc vous en parlez. Donc est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu plus? Et moi, la deuxième question quand même qui ressort à la lecture de votre chapitre, c'est comment expliquer quand même l'assez grande, on va dire, inaudibilité dans la campagne pour l'instant de cette thématique qui n'est pas du tout au devant de la scène. Est-ce que c'est justement parce que ça vient justement de ce désintérêt profond et de cette hostilité de la part de Trump en tant que président et maintenant en tant que candidat? Alors pour ce qui est de la division du mouvement par rapport à la question de la légalisation du mariage pour les couples de même sexe, donc enfin, c'est à la fois une division en quelque sorte du mouvement et pas une scission, mais enfin une division au sein des communautés LGBTQ, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan qui est le pan le plus modéré de ce mouvement, de cette mouvance, qui a eu tendance pour fédérer le mouvement derrière la cause de la légalisation du mariage pour les couples de même sexe. Il y avait l'idée que c'était l'ultime barrière à franchir avant la reconnaissance de plein droit, en fait, de l'égalité de plein droit, avec toutes sortes de parallèles historiques plus ou moins exacts avec le long mouvement pour les droits civiques des Africains-Américains. D'un côté, et de l'autre, une mouvance donc moins modérée, dirais-je, je ne sais pas très bien comment je la qualifierais, mais moins modérée, peut-être plus radicale, selon qui ça allait être certes utile, mais ça n'allait pas nécessairement être l'alpha et l'oméga, parce qu'il y allait y avoir tout un tas d'autres inégalités résiduelles et qui allaient peut-être un peu passer sous le radar, précisément, et c'est notamment toutes ces intersections entre les inégalités en termes d'identité sexuelle et de genre, d'un côté, et d'identité et de statut socio-économique de l'autre, avec évidemment une très forte composante ethno-raciale dans le cas des États-Unis. Donc ça, finalement, c'est cette deuxième partie du mouvement, c'est la partie du mouvement qui a été la moins visible pendant très longtemps, autour de questions telles que la légalisation du mariage, mais auparavant autour de la question du droit de servir dans l'armée, du droit d'être militaire. Donc ça explique un peu la division du mouvement. Et il y a tout un tas de leaders, de commentateurs, de journalistes, d'écrivains, etc., qui se revendiquaient comme représentants du mouvement LGBT et qui disaient parfois implicitement, mais même parfois explicitement, une fois que le mariage aurait été légalisé, c'est bon, on peut tous rentrer chez nous. Ça a été dit explicitement par certains commentateurs. Donc effectivement, à partir de 2015, plein de gens dans le mouvement et en dehors du mouvement peuvent avoir le sentiment que c'est bon, la question est réglée, on peut rentrer chez soi. Et là, de manière un petit peu peut-être inattendue finalement, toutes ces questions-là ont été amenées à rejaillir. Au départ quand même pour, encore une fois, fédérer un électorat ultra-conservateur. Pourquoi est-ce que c'est une thématique un peu inaudible dans la campagne? Parce que je pense qu'il y a quand même tellement de choses. Il ne se passe pas une minute sans qu'il y ait un nouveau tweet, une nouvelle déclaration fracassante. Donc ça, je pense que c'est un élément qui compte. Et peut-être aussi que
les organisations LGBTQ ne sont pas parvenues, alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ne sont pas parvenues à faire le lien, par exemple. Alors, elles le font sur leur site, disons, hein, je veux dire, faire le lien entre des questions comme l'épidémie de Covid et les thématiques et les enjeux d'égalité de droits pour la minorité LGBT. C'est, je pense, une question de priorité politique. Alors, on parlait aussi à la fin de la discussion de ce matin de ce qui est, comment dire, de ce qui est rentable qu'est-ce qui est rentable pour le Parti démocrate dans cette campagne. Effectivement, il n'est pas certain que cette thématique-là soit électoralement très rentable pour le Parti démocrate. Et on peut s'en étonner parce qu'à plein d'égards, je veux dire, 730 candidats et candidates, ça pourrait être beaucoup plus fortement mis en avant et ça ne l'est pas. C'est là où je voulais en venir, mais on en parlera après. Peut-être aussi s'étonner du fait que justement, comme vous le soulignez dans votre chapitre, les ultra-conservateurs, eux, en ont fait un cheval de mobilisation depuis très longtemps et que c'est pas encore le cas, ou moins le cas, en tout cas, en face. Et c'est peut-être, je sais pas, il semble y avoir quand même un décalage. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Donc, je propose maintenant que nous cédions la parole à Jennifer Merchant pour qu'elle puisse présenter son chapitre. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette table ronde et saluer mes collègues virtuellement. Le chapitre de Guillaume résonne beaucoup avec le mien parce qu'il est beaucoup question du poids du juridique. Donc, en fait, si vous voulez, dans mon chapitre, ce qui porte sur les droits de procréation, en anglais, on parle de reproductive rights. J'essaie de montrer que depuis 5 présidences, 5 administrations, les États-Unis vis-à-vis de l'application de ces droits de procréation ne sont pas au top niveau, on va dire, par rapport à d'autres pays, et que avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a eu des reculs qui vont perdurer au-delà de l'élection du 3 novembre s'il perd ou s'il gagne. Et ce que j'entendais dire par droit de la procréation et que j'ai expliqué dans l'article, c'est le sens qui a été donné par les mouvements féministes grassroots dans les années 70, à savoir pas seulement le right to choose an abortion, mais l'ensemble des droits qui permettent à une femme, un homme, un couple, d'avoir accès à des soins de santé absolument adéquats pour soit poursuivre un projet parental, mettre fin à une grossesse non désirée, accéder aux nouvelles technologies de reproduction, tout cela comme étant une question de santé publique. Alors, donc je ne parle pas que de l'avortement dans ce chapitre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors que c'est quand même un sujet, comme on le sait, très, très contentieux, mais je parle aussi dans ce chapitre de la contraception et l'accès aux nouvelles technologies. Et qu'est-ce que j'essaie de démontrer dans ce chapitre, c'est que toutes les administrations n'ont jamais mis la priorité sur ces enjeux-là, notamment parce qu'il s'agit d'un droit qui relève plus facilement des États, droit de la famille, droit de la santé, qui lui est plutôt placé dans le domaine privé, comme on le sait. Et donc, ils arrivent très difficilement à, je dirais, par exemple, le contexte français où ces questions de droit de la procréation, reproductive rights, fait partie d'un ensemble de questions de santé publique. Alors, je focalise beaucoup, comme Guillaume l'a fait un petit peu, sur la question du poids juridique. Donc, évidemment, je trace l'histoire juridique du développement de ce qu'on appelle droit à l'intimité aux États-Unis, right to privacy, en matière de contraception et d'avortement. Et je montre que, si vous voulez, entre 1965 et 1989,
Ce right to privacy, c'est bien ancré dans la réflexion de la doctrine juridique, mais parallèlement à cela, il y a un mouvement pro-vie, pro-life, qui va monter au créneau et qui va choisir comme stratégie après Roe versus Wade, non pas le renversement de Roe versus Wade, mais la possibilité de redonner aux États le pouvoir de formuler l'accès à la contraception, mais surtout à l'avortement. Donc, c'est devenu une question d'accès. Et le mouvement pro-vie a très bien réussi ses activités, car en 1989, la Cour suprême a redonné aux États un grand nombre de pouvoirs, un certain nombre de pouvoirs leur permettant de décider qui pouvait avoir accès à un avortement et qui ne pouvait pas. Et une trentaine d'États ont bien profité de la situation en mettant en place des lois qu'on appelle maintenant traps, des pièges, qui dictent comment un avortement doit se passer dans une clinique, etc., et qui empêchent qui a empêché et qui empêche encore beaucoup de cliniques et d'hôpitaux de pratiquer l'avortement. Et c'est toujours la stratégie pour l'instant du mouvement pro-vie. Cela étant dit, nous arrivons maintenant dans une nouvelle phase avec la nomination de Amy Coney Barrett. Et cette phase correspond à ce que Guillaume disait tout à l'heure, à savoir le fait que Trump a vraiment eu beaucoup de chance, on va dire, d'abord avec des vacances à travers le circuit des tribunaux fédéraux district et les cours d'appel. Les chiffres que Guillaume nous a donnés ont un petit peu augmenté depuis le mois de juillet, mais aussi avec la Cour suprême, parce qu'il aura quand même mis 3 personnes ultra conservatrices sur la Cour, la dernière en date étant Amy Coney Barrett, et qui remplace ironiquement l'opposé en matière de philosophie juridique, la très connue Ruth Bader Ginsburg. Et donc est menacé effectivement le fameux precedent Roe versus Wade. Ce qui ferait qu'on reviendra à une situation avant Roe versus Wade où certains États autorisaient l'avortement et d'autres pas. Et d'après une étude du Center for Reproductive Law and Policy, il y aurait 31 États qui seraient sur le point d'interdire l'avortement dans leur État si Roe est renversé. Et donc, je voulais juste terminer avec une anecdote, mais une anecdote qui a été pour moi un moment très important dans ma vie de chercheuse. J'ai eu le grand honneur de recevoir à une conférence à Sciences Po Ruth Bader Ginsburg il y a quelques années, avant que son mari meure, Marty, et on a même pris un verre à l'hôtel Lutetia et je peux vous dire que j'étais starstruck. C'était une femme très mince, très fragile, mais quand elle parlait très lentement et pesant chaque mot, le silence autour d'elle était total. Donc, à la conférence, j'ai pris la parole après sa conférence pour poser la première question et elle était celle-ci. Justice Ginsburg, what will happen if one day Roe versus Wade is overturned? And she replied in a calm and strong voice, well, it's very clear. Rich women will continue to be able to access abortions and poor women will have undesired children or die from self-inflicted abortions. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Alors, moi, je voulais vous poser une question qui permettra peut-être ensuite d'arriver sur un débat plus collectif. Vous évoquez dans votre chapitre un point très important qu'il faut toujours rappeler, c'est le fameux amendement Hyde qui, depuis 1976, aux États-Unis, interdit le financement public par l'argent public de l'interruption de grossesse. Oui. Cet amendement Hyde, est-ce que
sachant que Joe Biden a été longtemps favorable à cet amendement Hyde, il l'a même, si je ne me trompe pas, voté dans les années 70, il a voté son renouvellement. Même jusqu'à... Voilà. Voilà, mais durant la primaire, il a annoncé que désormais, il avait reconsidéré cette position. Est-ce que cet amendement Hyde ne pourrait être, en cas de présidence Biden et de renversement du Sénat, ce qui est envisageable, du renversement de la majorité au Sénat, est-ce que cet amendement Hyde ne pourrait pas être une grande bataille à venir pour les progressistes, pour une nouvelle majorité progressiste, pour justement marquer que les choses ont changé? Ça serait ma première question. Et une deuxième question qui irait dans le même sens et qui là après pourra peut-être concerner les deux autres auteurs. Comment expliquez-vous la timidité que vous décrivez dans votre chapitre des précédentes présidences démocrates relativement à ces droits de la procréation? Comme vous l'avez bien dit, vous l'avez redit ici, mais oui, bien sûr, l'administration Trump marque un recul. Il y a un recul, il y a une régression, mais il n'y a pas eu peut-être les progressions qu'on attendait durant les présidences démocrates. Et c'est amusant, enfin amusant, c'est pas le terme, mais c'est notable parce que j'ai noté les mêmes choses dans les deux autres contributions. Donc voilà, je vous laisse la parole pour répondre à ces questions. Alors, concernant l'amendement Hyde, effectivement, dans l'arrêt Harris versus McRae, la Cour dit bien sûr qu'il y a un droit à l'intimité, un droit à la vie privée, mais ce n'est pas à l'État de le payer. Quand vous voulez prendre l'avion pour aller en voyage, vous êtes tout à fait libre de le faire, mais ce n'est pas à l'État d'acheter votre billet d'avion. Donc, c'était pas dans la partie contraignante de la décision, c'était dans le Obiter Dicta, mais ça montrait bien la mentalité, la philosophie juridique de la Cour à cette époque. Et donc, il y a deux réponses à la question que vous posez sur l'amendement Hyde. Premièrement, il faudrait effectivement qu'il y ait un bouleversement. Il faudrait qu'on ait un Sénat démocrate et une Chambre démocrate, si jamais on a une présidence Biden. Sinon, cet amendement qui est renouvelé chaque année ne pourra pas passer s'il y a une cohabitation. Par exemple, un Sénat démocrate, enfin, peu importe la configuration, il faudrait que les trois branches et que tous les membres, non seulement l'exécutif, mais que tous les membres de ces trois branches soient d'accord pour ne plus renouveler l'amendement Hyde et permettre au financement public de financer l'avortement. Alors moi, je ne pense pas que ça arrivera du tout. Premièrement, parce que beaucoup de démocrates modérés ne seraient pas d'accord. Ils seraient d'accord plutôt pour que les États qui financent l'avortement, parce qu'il y en a un certain nombre, pas beaucoup, mais qui financent l'avortement, le fassent s'ils veulent, mais pas l'État fédéral. Et aussi, il y a quand même, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de démocrates modérés, et même moins modérés que cela, qui sont très sensibles à l'argument qui a été monté en puissance par le mouvement pro-vie de partial birth abortion. Et donc, ils sont très sensibles à leurs constituants qui sont très remués par cette thématique qui, en fait, ne concerne que même pas 1% des avortements et c'est seulement dans le cas du danger de mort de la mère. Et donc, ils ne voudront pas apparaître comme étant « Ah oui, on est d'accord pour abortion on demand et en plus, allez-y, on va permettre aux fonds fédéraux de le financer. » Donc, vous n'êtes vraiment pas sur l'horizon, même si on a les trois branches du gouvernement. Et concernant la deuxième question, la timidité des administrations précédentes, je pense qu'effectivement, il y a eu timidité, mais il y a eu quand même un grand effort de la part de l'administration Obama avec the Affordable Care Act d'inclure dans le coverage, dans ce que les assureurs devaient financer, l'accès à la contraception. Il n'est pas allé jusqu'à l'accès à l'avortement, ni à l'accès aux nouvelles technologies de reproduction. Et il a perdu cette bataille. Dans le fameux arrêt Hobby Lobby, qui est à mon avis un arrêt
invraisemblable autant que Citizens United, la Cour suprême a décidé, et ça nous ramène à cette histoire de religion, que cette initiative, enfin cette clause dans the Affordable Care Act était anticonstitutionnelle parce qu'il forçait des sociétés privées de financer la contraception alors que c'était contre leur position religieuse. Autrement dit, la Cour suprême a attribué à une société privée, d'ailleurs deux, le statut de personne capable d'avoir des pensées religieuses, des droits, le fameux premier amendement, droit à l'expression religieuse. Donc, ce volet sur la contraception a été struck down par la Cour suprême. Et donc, il y a eu des moments, évidemment, d'essayer de dépasser cette timidité de la part de l'administration Obama, mais c'est vrai qu'on peut dire que ça n'a jamais été une priorité. Et je pense, pour finir, que cela est peut-être dû au fait de la manière dont l'argument pro-choice et pro-life a évolué depuis l'arrêt Roe, c'est-à-dire autour d'une question de droit individuel et non pas comme étant une question de société. Donc, on ne touche pas trop à ça, on laisse les États, on laisse les juges en cas de litige et on ne fait pas trop d'efforts au plan législatif national de traiter ces questions de reproductive rights. C'est une hypothèse. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être vous repasser la parole. Par exemple, dans votre chapitre, vous mentionnez en passant le fait que Barack Obama, l'administration Obama, n'a pas beaucoup changé, n'a pas fait beaucoup de choses sur la discrimination. En particulier, vous parlez, si je me souviens bien, de la discrimination au logement. Alors, justement, maintenant qu'on a 4 ans de Trump, justement, on peut peut-être mieux mesurer qu'a représenté, si on peut faire un bilan forcément rapide et sommaire, mais qu'a représenté l'administration Obama par rapport aux discriminations envers les Noirs américains? Est-ce qu'il y a eu progrès? Est-ce que c'est resté trop timide? Le progrès principal, à mon avis, et je pense qu'on peut difficilement être en désaccord avec cette proposition-là, ça a été justement le Affordable Care Act, puisqu'il y avait une inégalité patente d'accès aux soins médicaux, également à l'avortement, notamment pour les salariés les plus précaires qui rassemblent quand même une forte proportion de la population noire et latina aux États-Unis. Donc, c'était vraiment là où le gouvernement Obama a fait porter son effort principal lors des 2 premières années, puisqu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a ce dont Jennifer parlait, un divided government. C'est pas exactement la même chose qu'une cohabitation qui impose une forme de compromis entre le président et le premier ministre lorsqu'ils ne sont pas du même bord politique. Mais là, c'était véritablement, on s'en souvient bien, un affrontement des bras de fer permanents à partir de 2010 entre le président et un congrès où s'insinuait déjà le Tea Party, avec déjà ces manifestants qui considérait Obama comme un fasciste, un nazi et quelqu'un qui en voulait aux droits des États. On l'a peut-être oublié, mais à cette époque qui a immédiatement succédé aux élections de mi-mandat, les élections de 2010, on avait des manifestants qui se réclamaient du 10e amendement. Donc le fameux amendement qui rappelle que la souveraineté appartient d'abord et avant tout aux États fédérés. Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, une Cour suprême et aussi des cours inférieures qui, depuis Reagan, qui a été extrêmement activiste en la matière, sont vraiment les tenants des droits des États fédérés. Donc, par exemple, on se focalise sur les violences policières, on s'aperçoit que la présidence Obama n'a absolument rien pu faire, même au regard de l'opinion publique, pour contrer et tenter de contrôler ces violences policières, puisque cela relève de la responsabilité des États et des municipalités, sans parler bien entendu des très puissants syndicats de policiers qui veillent à ce que l'immunité des agents soit un argument qui fasse autorité finalement dès lors qu'il y a un jugement. Donc on a une cour qui est de plus en plus conservatrice et visiblement cette tendance ne va faire que s'accentuer et
des juges qui se veulent textualistes ou originalistes et qui vont appuyer sans arrêt leur argumentaire sur la question des droits individuels, et Jennifer a été extrêmement claire là-dessus, avec l'argument de la personnalité juridique des corporations, des entreprises, qui nous ramène justement au 14e amendement et à la manière dont il a été interprété après la fin de la période de reconstruction, donc lorsque les troupes américaines se sont retirées des anciens États sécessionnistes et ont finalement abandonné les citoyens africains-américains à leur sort en les renvoyant sans arrêt à leurs États, et alors même que ces États avaient édicté des lois ségrégationnistes. Donc, on a justement le début de cette doctrine selon laquelle une entreprise dispose du droit à la vie, à la liberté, et ne peut pas être restreinte dans son expansion sans une juste due process of law, donc un respect des procédures légales, alors même que la vie d'une entreprise est beaucoup plus éternelle que celle d'une personne, sans parler bien entendu des capitaux. Oui. Je sais pas, il faudrait réfléchir. Et si c'est une demi-page, et si, enfin, je sais pas, c'est quoi? C'est leur donner la troisième de plus à chaque fois? Somebody needs to mute their mic. On ne sait pas qui. D'accord. Bon. Ok. Voilà, bah je crois que je parlais trop longuement de toute façon. Non, c'était très bien. Donc, une question sur peut-être sur parce qu'on sent aussi dans votre chapitre, alors peut-être un peu plus positif, mais un bilan quand même nuancé de la présidence Obama. Est-ce qu'il y a eu, avant le recul conservateur que vous décrivez très bien, est-ce qu'il y avait eu quand même des avancées progressistes? Voilà, est-ce que vous... Alors, des avancées progressistes, oui, mais venaient-elles nécessairement de la présidence ou de l'administration Obama? Pas forcément. Parce que ce qui est frappant finalement, et j'y pensais en écoutant les propos de Jennifer tout à l'heure, c'est les décalages de temporalité. C'est-à-dire que, je sais pas, il a fallu 4 ans à Obama, quand il était président, pour accepter de dire que, OK, bon, finalement, il était pour la légalisation du mariage gay. Hillary Clinton, il lui a fallu encore un peu plus de temps que ça. Et finalement, des choses qui ont été mises en œuvre, des politiques, enfin, vraiment d'exécution de la loi, enfin, qui relèvent parfaitement du pouvoir exécutif, qui ont été mises en œuvre à la toute fin de la présidence Obama. Donc, il aura fallu 8 ans pour que ça arrive. Paf, il faut un claquement de doigts et quelques mois pour que ce soit défabriqué par le successeur républicain. Et je suis pas très confiant sur, même en cas d'élection de Biden et même en cas de victoire de majorité démocrate à l'une ou l'autre ou les deux chambres du Congrès, je suis pas très optimiste sur la rapidité avec laquelle ce qui a été détricoté en quelques mois par Trump pourrait être retricoté par son successeur. Et là où je rejoins tout à fait ce que disait Jennifer tout à l'heure, et qui rejoint aussi, qui me permet de répondre un peu plus avant à la question que vous posiez avant sur la raison pour laquelle certaines thématiques sont plus ou moins audibles. Je pense qu'il y a eu aussi des choix stratégiques qui ont été hasardeux. Et en particulier dans le cas du mouvement LGBT, il me semble que le choix stratégique de l'assimilationnisme a été tout à fait payant. Obergefell, très bien, mais c'est un choix stratégique assimilationniste qui finalement aujourd'hui montre ses limites. C'est-à-dire que tout l'argumentaire s'est fait en disant en gros, accorder des droits à cette minorité, ça ne change rien pour la majorité, c'est l'assimilationnisme. Et de la même manière, enfin, si je ne déforme pas ce que tu disais, Jennifer, moi, ce que j'ai entendu, c'est argumenter la légalisation ou les légalités et la défense de l'avortement en termes purement de liberté individuelle. Ça revient à dire ça ne change rien au système, alors qu'il aurait été certes plus difficile, mais plus ambitieux et peut-être plus payant sur le long terme, effectivement, de définir la question du droit à l'avortement comme une question de santé publique, et peut-être de définir la question
de revendiquer le fait que les enjeux de droits LGBTQ qui sont fondamentaux sont vraiment des enjeux qui sont susceptibles de remettre en cause je sais pas, le modèle de société, le type de rapports sociaux de genre que l'on a, la construction sociale et politique que l'on valide de la sexualité, etc., etc. Et ça n'est pas le choix dominant qui a été fait. Ça peut être expliqué tout ça. Alors que dans le même temps, et moi c'est ça qui me surprend finalement, c'est que il a vraiment pas fallu longtemps. Enfin alors certes, les mobilisations étaient là et étaient organisées. Je veux dire, les mobilisations réactionnaires étaient là et organisées. Mais finalement, il a vraiment fallu pas beaucoup de temps pour qu'on réentende des discours réactionnaires, enfin assez caricaturaux quand même. Je sais pas, qu'on n'avait pas entendu depuis les années 80, finalement, qu'on n'avait pas entendu sur le devant de la scène politique avec autant de retentissement, pratiquement depuis les années 80. Donc, par exemple, j'étais en train de penser que le créationnisme s'est déguisé sous le masque du intelligent design. Mais là, je veux dire, les discours réactionnaires portés, qui s'appuient sur la revendication de la liberté de conscience religieuse, avancent sans masque. Oui, il faut d'ailleurs peut-être faire un petit point, parce que c'est quelque chose parfois en France, un petit point biographique. Il faut rappeler que Mike Pence, qui est vraiment beaucoup plus que Trump sur ces questions de liberté religieuse, et le leader de la droite conservatrice se lance, alors c'était pas en politique déjà, mais se lance dans la vie publique comme animateur de radio en Indiana au début des années 1990 par rejet de Bush senior, qu'il juge en particulier sur ces questions de mœurs. Et il faut rappeler par exemple ce qu'avait fait Bush senior par rapport au sida, où il avait quand même par rapport à Reagan marqué une inflexion et une prise de conscience. Et justement, Pence se lance dans un show radiophonique ultra-conservateur, réactionnaire, qui lui servira ensuite de plateforme pour se présenter au Congrès et pour être représentant en Indiana. Et aujourd'hui, c'est quand même très intéressant de voir que cet homme a accédé à la vice-présidence, voire demain peut-être davantage, parce qu'il apparaît assez évident qu'il pense sans doute à l'étape d'après. Donc ça le rappeler que ça vient de loin, que c'est une construction effectivement qui prend ses racines dans cette fin des années Reagan et dans cette division qu'on a peut-être sous-estimée à l'époque du mouvement des républicains entre des républicains conservateurs, mais j'allais dire modérés, ou en tout cas capables d'aggiornamento autour de Bush père, et ceux qui, déjà à cette époque, ont rejeté et ont construit le conservatisme beaucoup plus religieux qui domine actuellement. Et Pence, il faut le rappeler aussi, ça c'était assez intéressant, et ça fait la jonction, c'est que Pence, alors qu'il était déjà élu, et qu'il était monté très haut, il était 3e ou 4e dans la hiérarchie républicaine à la Chambre, s'est rallié au Tea Party alors qu'il était lui-même déjà élu, et qu'on se souvient que le Tea Party avait une dimension sortez les sortants, enfin une dimension dégagiste, on dirait aujourd'hui. Ouais. Et Pence a fait la synthèse, et on voit vraiment cette construction d'un conservatisme religieux radical, et dont aujourd'hui il est le porte-drapeau. Alors, pour continuer la discussion, j'ai une question, une question envoyée par mail, donc je vous lis. Donc, le système de santé américain suscite incompréhension et virulente critique en France, où la couverture maladie organisée par l'État est considérée comme un progrès et un acquis social. Mais ce système n'a pas d'équivalent aux États-Unis, où la santé est décentralisée et ne couvre pas l'ensemble de la population. En 2020, environ 9% des Américains sont encore sans assurance santé, soit environ 28 millions de personnes, effectivement. Et donc la question, pourquoi une puissance comme les États-Unis possède toujours un système de santé inégalitaire? Alors, je vous propose de répondre. On n'aime pas les spécialistes. Non, mais je vous propose alors de répondre à cette question
parce que vous l'avez quand même abordé à travers le prisme des discriminations à la santé relatives à vos champs d'études et à vos sujets d'études. Alors, je vous en prie. Oui. Je vais, pour répondre à cette question, remonter jusqu'à l'ère coloniale, en fait. Avant même, voilà, on remonte jamais assez loin dans l'histoire d'un pays qui est apparemment jeune, mais pas tant que ça. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je travaillais sur les textes de l'époque coloniale, sur justement les couples qui avaient le droit ou pas le droit de se former, mon cher Guillaume et mon cher Antoine, il y avait des textes qui réduisaient en esclavage le fruit de l'union d'une femme blanche avec un homme noir, que cet homme noir soit libre ou esclave. Et le fruit justement de ces unions, les enfants, devaient être esclaves et travailler jusqu'à l'âge de 21 ans dans un certain nombre de colonies, je pense notamment au Maryland. Donc pas forcément un État qu'on associerait au Deep South, même si en 1750, il n'y avait pas encore ces distinctions qui ont été le résultat de l'invention de l'égreneuse à coton. Donc, ce qui me paraît essentiel de comprendre dans cette appréhension de la santé publique, c'est que l'être, le citoyen, disons, n'est pas censé être un fardeau pour le reste de sa communauté. Et par conséquent, il faut non seulement qu'il gagne sa place dans l'ordre socio-économique, mais il faut aussi que ses concitoyens, et en particulier lorsqu'ils sont contribuables, n'aient pas à subir ses choix de vie ou ses errements personnels ou bien même ses maladies. Donc, il me semblait que justement ces lois coloniales permettaient de comprendre une approche qui ensuite va avoir sa propre conceptualisation dans les pensées conservatrices sous le thème de la responsabilité individuelle. Donc, c'est vrai qu'on a un système de santé qui est conçu sur le modèle des assurances et ce modèle veut que lorsque vous avez une affection de longue durée, pour utiliser des termes français, vous devez vous-même pouvoir être en mesure de financer votre propre traitement sans avoir à dépendre du reste de la société qui n'est pas plus responsable de votre maladie que vous ne l'êtes vous-même. Donc, dans un cas tout à fait personnel, j'ai eu à suivre des conférences m'expliquant les différents plans de santé que l'employeur avait mis à la disposition de ses salariés. Et il se trouve que pour une maladie extrêmement courante comme l'asthme, qui touche évidemment les plus pauvres dans des proportions bien plus grandes que les ménages aisés, les enfants des ménages aisés, les primes d'assurance dont on devait s'acquitter pouvaient s'élever à $500 par mois, ce qui, dans mon cas, constituait 1/5 du salaire que je percevais. Donc, forcément, lorsqu'on se trouve dans ce type de situation, on est confronté à un dilemme moral entre payer la prime d'assurance et devoir choisir entre manger et financer son traitement médical. Je parle de manger, mais ça peut être aussi garder un toit sur sa tête. Et en ce moment, c'est vraiment très, très réellement ce que vivent des millions de ménages américains. Ou alors, faire quelque chose qui est un vrai tabou dans la culture américaine, c'est-à-dire mentir. Ne pas dire qu'on a cette pre-existing condition, donc cette maladie, cette affection longue durée. Et à ce moment-là, évidemment, les implications vont au-delà de la simple morale qui veut que ce soit très mal de mentir, surtout quand on est président. Enfin, bon, ça, c'était vrai jusqu'à Nixon, on oublie. Mais en tout cas, c'est certain que si on a une crise d'asthme, par exemple, si on a une complication qui est liée à l'existence de cette affection longue durée, on ne peut pas, selon le système juridique américain, avoir droit à la moindre compassion, puisqu'on a menti au préalable sur l'existence de sa maladie longue durée. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout une approche socialiste, que beaucoup d'Américains d'ailleurs qualifieraient de communiste, de la santé publique. Jennifer Merchant, est-ce que vous voulez... Oui. Est-ce que vous voulez répondre aussi, essayer de répondre à cette question? Alors, c'est un peu vaste, mais pourquoi? Donc, pourquoi J'apprécie beaucoup la réponse qui est placée dans un contexte historique qui est très important si on veut comprendre pourquoi on en est là. Et juste pour dire qu'il a fallu quand même attendre 1965
pour qu'il y ait quand même une mise en place une protection d'assurance santé pour les plus pauvres, donc ça s'appelle Medicaid, et aussi pour les vieux, à partir de 60 ans, Medicare. Donc, il est vrai que la vaste majorité des Américains ne tombent pas dans ces deux catégories, quoique Medicaid, j'ai lu que les listes augmentaient, notamment depuis la crise de 2008. Mais il existe ces deux systèmes fédéraux qui financent l'accès aux soins de santé. Et d'ailleurs, ça a été the battle cry de Sanders, Medicare for All, qui est un système qui à l'évidence, fonctionne. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées, mais c'est quand même, grosso modo, ça ressemble beaucoup au système français. Donc, c'est tout à fait vrai ce que ma collègue a dit, que c'est basé sur cette idée que chacun pour soi, et ça remonte très loin, ça remonte, donc, comme vous l'avez dit, à l'époque coloniale, et il y a eu comme ça, parce que je pense que c'était par mimétisme, on a bien vu les systèmes de protection sociale mis en place à la fin du 19e siècle en Allemagne et puis partout en Europe. Il y a eu une volonté de mettre en place quelque chose du même genre sous l'administration Johnson. Et heureusement, je dirais, heureusement, parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Et tout était basé sur l'assurance privée que votre employeur vous proposait. Et alors, il y a des polices d'assurance qui sont très généreuses, il y en a d'autres qui sont moins. Et en fin de compte, moi, je connais beaucoup, pour revenir à une anecdote, deux anecdotes. Quand je faisais mon travail sur l'accès aux nouvelles technologies de reproduction qui sont très, très chères, et donc pour l'instant, il n'y a que des personnes riches qui ont accès, je rencontrais souvent le discours, non, l'accès aux droits reproductifs, ce n'est pas un droit, c'est un service qui doit être payé comme n'importe quel autre service. C'était vraiment un leitmotiv qui revenait dans la tête des Américains que j'interviewais. Et quand je parlais du système français, pour eux, c'était, comme vous disiez, du communisme. Mais ils n'arrivaient pas, they couldn't wrap their head around the concept of solidarité, alors que ça existe avec le système médical. Et autre anecdote, j'ai rencontré pendant cette période d'entretien beaucoup de femmes, couples, qui ont été, parce qu'elles n'avaient pas d'assurance, obligées de faire un prêt bancaire pour accoucher à l'hôpital. Et pour elles, pour ces gens, pour ces couples qui n'avaient pas les moyens de se payer une assurance, c'était normal. C'était normal. Alors, je vais reprendre la parole et peut-être pour appuyer, juste pour quelques petits rappels, et évidemment, vous m'interrompez si je commets une erreur, mais peut-être rappeler que Biden n'a pas repris à son compte le projet de Medicare for All de Bernie Sanders. Il n'a pas repris donc ce projet qui serait de créer une sécurité sociale à la française, pour aller vite. Oui. Mais il va proposer d'achever ce que Obama avait dans l'idée il y a 10 ans, c'est-à-dire de proposer une assurance publique qui entrera dans le marché des assurances d'Obamacare, donc ce qu'on appelle une public option, Ouais. et qui met alors et ça appuie ce qui vient d'être dit. Toujours rappeler que, en particulier dans la révolte des Tea Party conservateurs, et par exemple les travaux de Scott Paul et Williamson l'ont bien montré, beaucoup des conservateurs Tea Party étaient hostiles à Obamacare, et en pensant faussement à l'époque qu'il allait avoir une public option, parce qu'ils estimaient qu'on allait socialiser, donc passer à une sorte de système communiste de santé qui serait moins performant, parce qu'il y a cette idée que parce qu'ils payent et qu'ils peuvent payer, déjà il y a un principe de distinction sociale, ils payent, donc ça veut dire qu'ils peuvent s'offrir ce service, donc ça les distingue socialement. Et deuxièmement, ils payent, donc c'est un bon service, tandis que si on passe à une médecine publique étatisée, ce sera un service de mauvaise qualité. Et ça ressortait énormément dans les terrains qu'ont fait Scott Paul et Williamson chez des Tea Party de base, c'est-à-dire des personnes qui vraiment, et chez lesquelles
le rejet de l'Obamacare et de l'assurance santé publique était fondamental. Donc, et ce qui promet d'ailleurs, même avec le projet modéré de Biden, encore des luttes très, à mon sens, très très compliquées pour faire passer cette adoption. Est-ce qu'on peut peut-être, alors donc on va peut-être finir sur la question, voilà, avec du point de vue du prisme. Enfin, moi, ce qui me frappe dans cette discussion, c'est qu'en fait, il y a une très forte convergence entre comment dire, une rationalité idéologique et une rationalité très pragmatique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de système de santé publique performant aux États-Unis? Parce que c'est moins lucratif. Et en fin de compte, je sais pas comment dire, les moments où le départ se fait dans la réalité de la vie politique, les moments où des scissions se font, où des clivages se font entre la rationalité idéologique, disons, et pragmatique, j'ai l'impression que c'est plutôt l'exception que la règle. C'est-à-dire que, bon, par exemple, oui, on en a parlé ce matin, les républicains se sont divisés sur l'opportunité d'une réforme de l'immigration. Il y avait d'un côté des républicains qui étaient pro-business et de l'autre côté des républicains qui étaient nationalistes. Mais finalement, il n'a quand même pas fallu longtemps. Le Tea Party, au début, c'est pas du tout un mouvement qui est porté par la droite religieuse, par exemple. Mais il n'a pas fallu très longtemps pour que tout ce petit monde se rassemble autour d'une convergence d'intérêts politiques à la fois en termes d'idéologie conservatrice, voire réactionnaire, et en termes de défense de l'entreprise privée, du marché, etc. Me semble-t-il. Non, mais donc, je pense qu'on a apporté une réponse assez complète à cette question qui a été posée. Alors, peut-être déjà, est-ce qu'il y a des questions aussi dans la salle? Moi, j'en aurais éventuellement. Oui. Oui, j'aurais voulu que vous nous parliez de l'accent aux soins des Afro-Américains pendant la pandémie. Eh bien, dans la mesure où ils sont souvent les derniers à être embauchés et les premiers à être remerciés, pour employer un terme qui ne soit pas familier, ce sont les travailleurs qui à la fois ont été en première ligne parce qu'ils occupaient des emplois qui étaient des emplois de service. Ils sont très nombreux aussi dans les emplois des services médicaux. Ce sont ceux qui ont été les plus exposés à la pandémie et en même temps ceux qui n'ont pas eu accès à des formules d'assurance qui leur auraient permis d'avoir accès à des soins aussi complets que ceux dont a pu bénéficier le président Trump, par exemple. Donc, on a d'une part dans les emplois un peu plus à col blanc des taux de chômage qui ont affecté la population africaine-américaine de manière assez disproportionnée, puisque c'était les salariés qui étaient le moins protégés. On sait aussi que la syndicalisation a fortement diminué parmi les salariés américains depuis le milieu des années 80, et donc l'ère Reagan. Donc c'est un des segments de la population américaine qui a à la fois le plus souffert parce qu'elle était parmi les plus exposées à la pandémie, et en même temps c'est aussi traditionnellement une partie de la population américaine qui se défie du système de santé parce que de nombreuses études ont pu montrer que les soins qui étaient proposés par les mêmes médecins n'étaient pas de même qualité selon que le patient était noir ou blanc. Par ailleurs, il y a aussi ce que maintenant on connaît tous ce terme, ce que les médecins appellent les comorbidités. Donc le taux d'obésité qui est lié à l'accès à une nourriture de qualité, un accès qui est beaucoup plus restreint, surtout si on n'est pas véhiculé. Par exemple, dans des quartiers pauvres, vous avez comme type de supermarché des supermarchés plus bas de gamme où, je pense notamment au Sud profond, vous n'avez que de la nourriture frite.
Évidemment, ça rappelle beaucoup de souvenirs à ceux qui sont des amoureux de la soul food, mais disons que comme régime alimentaire quotidien, on a déjà vu un peu mieux pour le taux de cholestérol. La pression artérielle aussi, l'hypertension a été démontrée comme étant l'un des résultats de cette tension raciale permanente à laquelle sont confrontés les Africains américains de tous âges à partir du moment où ils sortent de chez eux. Et c'est des choses que j'ai pu constater auprès de mes étudiants quand ils arrivaient parfois dans tous leurs états en cours et qu'il fallait qu'on ait des discussions ensemble pour qu'ils parviennent à se calmer. Donc, je pouvais même constater à mon propre niveau la proportion d'étudiants qui perdaient un père qui n'avait même pas encore 60 ans, par exemple. Donc, évidemment, tout cela contribue à fragiliser des populations, mais c'est pas vrai seulement pour les Africains-Américains, c'est vrai aussi pour les Latinos, c'est encore plus vrai pour les Amérindiens, chez qui la situation est totalement catastrophique en ce moment. Je me posais juste la question sur il me semble que la prochaine étape de pas mal de conservateurs religieux, c'est le droit à la personne des fœtus, en fait. Oui. Et qui remettrait du coup alors en cause complètement, parce que ça ne dépendrait plus des États. Et quel est enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose d'imaginable dans un temps moyen puisque justement, Guillaume parlait de ce temps-là qui va très vite, qui nous surprend. Et je pense que la prochaine étape avec le droit à la personne du fœtus, ça voudrait dire l'interdiction dans tous les États. Voilà. Mais on va donner la parole évidemment à Jennifer Merchant. Okay. Oui, c'est un scénario qui est possible. C'est un projet qui a été annoncé par la proposition d'amender la Constitution avec the Human Life Amendment, qui dirait effectivement que dès la conception, un embryon ou un fœtus est une personne. Et à ce titre, bénéficie de tous les droits que le 14e amendement donne aux personnes. Alors, le scénario est toujours à l'œuvre, c'est une proposition, il faut attendre le résultat des élections. Admettons même que les démocrates prennent les 3 branches, il pourrait y avoir une affaire qui vient devant la Cour suprême avec la nouvelle Amy Coney Barrett, dont on connaît très bien les positions très, très catholiques et qui déclarent que la personhood commence à la conception. Il pourrait, malgré les 3 branches dans les mains des démocrates, avoir une affaire où, par un vote de 6-3, Roe versus Wade soit renversé et que les États reprennent en quelque sorte le droit de décider qui a accès à l'avortement ou pas. Et ces États peuvent le faire par une multitude de moyens. Par exemple, en passant, il y a eu déjà des tentatives qui ont été cassées par les tribunaux, de passer une loi qui dit que la vie, le personhood commence dès la conception. Si Roe est renversé, ça rend la chose beaucoup plus facile et envisageable. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et je crois que Cécile l'a touché, le mot, nous reviendrons à l'histoire, en fait. Nous reviendrons à la situation qui existait avant Roe, c'est-à-dire une hégémonie, une absence d'homogénéité à travers les États concernant l'accès à ce type de reproductive rights. Et on reviendra à ce que Ruth Bader Ginsburg a dit, les femmes pauvres versus les femmes riches, les couples pauvres versus les femmes riches. Donc, votre scénario est malheureusement envisageable. Sur ce point, en faisant peut-être un petit peu plus sur un point d'actualité, il faut rappeler 2 choses. Amy Coney Barrett, donc qui sera sans doute la future juge à la Cour suprême, est vraiment une disciple du juge Antonin Scalia, qui est mort en 2016. Elle a été son clerc à la Cour suprême quand elle était jeune. C'est vraiment son père spirituel.
Et ceux qui sont assez âgés, malheureusement comme moi, se souviennent très bien que Antonin Scalia, en 86, avait été interrogé lorsqu'il avait été nommé à la Cour suprême par Reagan sur Roe contre Wade, et il avait dit non, mais j'ai pas de. Il avait, comme vient de le faire Amy Coney Barrett, il avait botté en touche. Or, il se trouve qu'en 1992, dans l'arrêt planning familial contre Casey, Scalia a voté pour renverser la jurisprudence Roe contre Wade, malgré donc ce flou. Et toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si Amy Coney Barrett prendra en compte l'évolution de l'opinion publique, parce qu'aujourd'hui, très clairement, et les sondages le montrent, une majorité maintenant nette d'États-Uniens, on va dire un peu au-dessus de 60%, sur certains sondages, ça va jusqu'à 2/3, sont favorables au maintien de la jurisprudence Roe contre Wade, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans, c'est moins le cas. Est-ce qu'elle prendra en compte l'évolution de la société, l'évolution des mentalités, ou est-ce qu'elle restera fidèle, et force est de constater que jusqu'à présent, elle l'a été, j'allais dire presque à la conformité absolue avec l'héritage d'un Scalia? Ça, c'est vraiment une question. De ce point de vue, son audition n'a pas apporté grande lumière, puisqu'évidemment, elle avait été coachée pour répondre au moins de choses possibles et en donner le moins possible. Elle a eu cependant, et peut-être que si ma collègue peut ajouter là-dessus, elle a eu une réponse assez étrange, parce qu'on lui a demandé si elle considérait que Roe contre Wade était un super précédent, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui ne pourrait jamais être renversé. Elle a dit non. Mais alors, ce qui a semé un peu le trouble, mais elle a ajouté un peu plus loin, moi, ce qui m'a semblé étrange. Elle a ajouté par contre que personne, au contraire, ne reviendrait sur le droit à la contraception et le droit à la privacy. Donc, elle a introduit un coin en disant oui, bon, alors Griswold et la privacy, c'est bon, c'est un super précédent, plus personne ne le conteste, il n'y a plus de contestation politique, donc on ne contestera plus. Et Roe contre Wade, parce que c'est contesté politiquement, ça peut être remis en cause. Donc, sa réponse était quand même très ambiguë et assez étrange. Je ne sais pas si ma collègue veut ajouter quelque chose. Oui, alors elle a dit plusieurs fois, hein, n'est-ce pas, que Roe n'était pas un super précédent sur les 3 jours d'audition. Et c'était très déconcertant, effectivement, parce que certains juristes estiment que c'est un super précédent, car ça crée en quelque sorte un droit à l'intimité pour les femmes, un droit constitutionnel de mettre fin à une grossesse avant une certaine âge. Mais par contre, elle a cité effectivement d'autres, elle avait une liste apparemment de super précédents. Elle n'a pas dit que Griswold était un super précédent. Elle a juste dit qu'il n'y avait pas d'affaires actuellement dans le circuit, qu'il n'y avait pas de... C'était un petit peu plus pervers que ça. Ouais, elle n'a pas dit... non, je pense qu'elle ne considère pas que Griswold soit un super précédent. Elle a cité Brown versus Board, c'est le seul qu'elle a cité, mais elle avait l'air de dire qu'il y avait d'autres super précédents. On ne sait pas auxquels elle pense, mais ni Griswold ni Roe, pour elle, ne sont des précédents qu'elle pourrait envisager de renverser. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne pense pas qu'elle prend que le profil de Amy Coney Barrett n'est pas du genre à prendre en considération justement l'état de la société, l'évolution des mentalités. Non, c'est pas son fonds de commerce, tout comme Scalia. Non. Je pense que son but à elle, ce serait effectivement de rester très près du texte, d'être un originalist. Et dans ces questions de droit de la procréation, de redonner aux États, via l'interprétation du 9e et 10e amendement, le pouvoir de décider si oui ou non leurs citoyens ont droit à la contraception ou à l'avortement. Je pense qu'elle est dans cette lignée-là, ce qui lui permet donc de ne pas s'afficher comme étant contre le recours à la contraception ou le recours à l'avortement. Ce qui lui permet de dire c'est pas basé sur mes convictions personnelles, mais c'est basé sur une interprétation des 2 amendements. Et moi, je ne rentre pas là-dedans, mais en fait, elle est mue par ses convictions personnelles, comme tout être humain. J'étais très frappée par...
souvent dans ces auditions, mais pas depuis toujours, hein, depuis peu, les nommés essaient de nous faire convaincre que ce sont des robots juridiques et qui ne laisseront absolument rien de leur vécu, de leur pensée à intervenir. Bon, il ne faut pas être naïf dans ce domaine. Alors, j'ajoute juste, en fait, elle a dit, alors c'est une phrase, effectivement, mais c'est vraiment, on se demande où ils vont trouver ça. Elle a dit que la contraception, le droit à la contraception n'est pas en danger d'aller où que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que ce n'est pas menacé parce que justement, c'est ce que je disais, il n'y a pas de contestation politique, donc il n'y aura pas de, entre guillemets, de contestation juridique. Voilà. Mais ce qui semblait sous-entendre que pour le droit à l'avortement, oui, donc voilà, c'est Et est-ce que vous voulez dire aussi, le jour où il y a un case or controversy autour de la contraception, elle ne serait pas contre l'idée de le prendre en considération. Voilà, oui, c'est extrêmement tordu. Il faut peut-être ajouter que dans ce domaine-là, l'accès d'abord à l'information sur la contraception ne va pas de soi. Déjà, avant d'arriver à acheter une pilule, il faut savoir ce qui existe comme type de contraception. Et c'est là qu'on se heurte, encore une fois, à la doctrine de la souveraineté des États dans le domaine scolaire, où les parents, en vertu de leurs convictions, non seulement religieuses, mais également politiques, exigent d'avoir un droit de regard sur ce qui est enseigné à leurs enfants et sur la manière dont ces choses sont enseignées. Et là, Guillaume en sait tout un rayon aussi, bien entendu, puisque les cours d'éducation sexuelle, de plus en plus, sont sur la sellette, si je puis dire, au motif que non seulement certains États réclament que les parents signent un accord pour exempter leurs enfants des cours d'éducation sexuelle, mais il y a même des États où les législateurs républicains ont été plus loin, je pense notamment au Kansas, où ils demandent carrément que les parents signent un formulaire pour que leurs enfants assistent à des cours d'éducation sexuelle. De là à supprimer tout bonnement les cours d'éducation sexuelle, il n'y a qu'un pas qui certainement aurait horrifié Ruth Bader Ginsburg. Mais concrètement, pour les jeunes femmes américaines, surtout celles qui sont dans des écoles qui sont très peu financées, l'accès à l'information devient totalement inégalitaire et finit par les priver de toute capacité à même faire ses choix. Et un deuxième point que j'aurais voulu évoquer, parce qu'il me semble que c'est important aussi dans ce débat, même si ça n'enlève absolument rien à ce que vient d'expliquer Jennifer sur les convictions d'Amy Coney Barrett, c'est que le traitement dont a pu bénéficier le président Trump, ce fameux traitement contre le Covid régénérant, si je me souviens bien, avec son nom super-héros, a été élaboré grâce aux recherches sur les cellules souches d'embryons avortés. Non pas d'embryons de fausses couches, parce qu'il y a eu ce débat de la part des religieux qui disaient mais bon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser des cellules souches de fausses couches spontanées? Enfin bon, c'est un peu redondant, d'avortement spontané. Et en fait, les seules cellules qui soient exploitables pour élaborer ce type de médicaments sont des cellules de fœtus qui étaient viables. Donc, il y a aussi, de façon sous-jacente, cet aspect-là qui est présent autour de ces questions de droit des États et d'accès des femmes à des informations basiques, du moins d'un point de vue français, sur les modes de procréation et de contraception. Non, juste un mot sur la Cour suprême, dont je suis très spécialiste, mais d'après ce que je comprends, il y a aussi des surprises qui peuvent venir. Alors, on a quand même eu une super surprise avec le Neil Gorsuch. Enfin, c'est qu'une demi-surprise, puisqu'il a non seulement voté l'arrêt Bostock, mais il a rédigé l'opinion de la Cour. A contrario, lors de l'arrêt qui a invalidé la suspension du programme DACA, il a voté contre. Donc, on ne sait pas très bien, il est un peu tôt pour savoir précisément où il se situe, mais on parle aussi beaucoup des surprises qu'on sera en droit d'attendre du président de la Cour suprême, John Roberts, qui a toutes les raisons de devenir le vote pivot de la future Cour suprême. Et si je comprends bien quelle est sa doctrine juridique, je crois que c'est la doctrine de la chose. Et donc à ce titre-là, ça pourrait éventuellement
tandis que l'originalisme prédisposerait Amy Coney Barrett à voter pour une invalidation de Roe v. Wade, l'attachement à la chose jugée pourrait prédisposer Roberts à ne pas faire invalider Roe v. Wade. Oui, oui. Et là, c'est du juridique fiction. Je peux dire quelque chose par rapport à ça? Je suis d'accord avec Guillaume. Je pense que John Roberts est très inquiet en ce moment parce qu'il ne veut pas, je pense sincèrement, les juristes le disent, il ne veut pas être connu comme étant le Chief Justice d'une cour qui a étouffé ce qui est considéré comme, vous avez dit, par une majorité des Américains, comme étant des droits fondamentaux. Je pense que la legacy qu'il veut laisser n'est pas celui d'un Chief Justice qui a laissé arriver comme une tsunami une série de décisions qui vont à l'encontre des droits qui a été déjà fondée par des cours précédentes, des cours suprêmes précédentes. De là à empêcher, par exemple, que Roe versus Wade soit renversé, il y a du boulot parce que ils sont 6 contre 3 maintenant. Donc, même si il rédigeait une opinion en faveur de le maintenir, il est dans la minorité maintenant. On a vu des surprises avec lui, on a eu des surprises à gauche. Même en remontant un peu dans l'histoire, on a eu une grosse surprise, surtout Reagan, avec Sandra Day O'Connor, qui, en la nommant, il pensait qu'elle allait prendre position contre l'avortement, et elle a fait tout le contraire. Donc la première femme à la Cour suprême. Et on peut avoir des surprises. Mais là, j'espère qu'on aura des surprises, mais là, avec une très forte majorité, maintenant 6-3 de conservateurs, et il faudrait que Roberts vraiment arrive à convaincre dans les chambers avec son charisme ou ses arguments, et je pense qu'il aura beaucoup de mal. On verra. Surtout qu'il faut ajouter juste un point qui a été dit, mais pas assez peut-être. Amy Coney Barrett, dans son passé de professeur, parce qu'elle a été très longtemps professeure de droit avant d'être juge, elle n'est juge que depuis 3 ans, est une spécialiste, s'est spécialisée beaucoup sur la question de la stare decisis, c'est-à-dire de la supériorité des précédents jugés. Oui. Et elle a écrit plusieurs papiers dans lesquels elle y était très hostile, et dans lesquels elle appelait à remettre en cause cette supériorité des précédents jugés. Et par ailleurs, à l'intérieur de la Cour, il y a eu l'année dernière une sorte je dirais pas de révolte, mais il y a eu Thomas Alito est rejoint sur cette affaire-là par Gorsuch, ont publié dans un dissent sur une affaire pas majeure, mais ils ont bien insisté sur le fait que il serait peut-être temps que la Cour s'en prenne à certains précédents et que les précédents ne devaient plus avoir valeur de table de la loi. Et donc, ils vont être renforcés par quelqu'un qui, de toute évidence, avec Amy Coney Barrett, n'a pas du tout le même respect pour les précédents que par exemple, un Roberts. Donc ça, c'est vraiment important dans la modification du rapport de force. Absolument. D'accord. Eh bien, je crois que c'est terminé. On serait resté bien plus longtemps. Mais voilà, nous vous remercions de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup aux 3 intervenants pour la qualité de Merci à vous. interventions. Et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout le monde.